Je m'appelle Nathalie Warren, j'ai 34 ans, propriétaire des hôtels Sapphire Luxury et de la société Elite Catering. Mon frère James et moi avons toujours été très proches, ayant survécu au divorce de nos parents et construit nos vies ensemble. Quand il s'est fiancé, j'ai versé avec joie un acompte de 65 000 $ pour son mariage de rêve dans mon plus bel établissement. Puis, la semaine dernière, sa planificatrice de mariage m'a appelé avec une nouvelle qui m'a brisé le cœur. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et restez avec moi pour entendre l'histoire d'un désastre de mariage qui m'a appris la véritable signification de la famille et du respect de soi. James et moi avons grandi dans un quartier modeste de Boston. Il n'avait que 2 ans de plus que moi, mais il a toujours pris son rôle de grand frère très à cœur. Je me souviens de lui me tenant de la main au passage piéton en allant à l'école, veillant à ce que personne ne me harcèle. Nous avions ce lien fraternel unique que peu de gens connaissent dans une vie. Notre enfance a basculé lorsque nos parents ont divorcé. J'avais 12 ans, James en avait 14. La séparation fut chaotique, dispute tard le soir, porte claquée. Notre père, Robert, comptable accro au travail, ne prenait presque jamais le temps de dîner en famille. Notre mère, Linda, se sentait négligée et a fini par chercher de la compagnie ailleurs. Aucun des deux ne semblait comprendre l'impact que leur séparation avait sur nous. Une fois le divorce finalisé, ils se sont enfermés dans une guerre froide. Ils ne communiquaient que lorsque c'était strictement nécessaire, en passant par nous. Dis à ton père qu'il est encore en retard pour la pension alimentaire. Demande à ta mère si je peux venir vous chercher 1 heure plus tôt dimanche. James et moi avons rapidement appris à compter l'un sur l'autre plutôt que sur nos parents. La situation financière est devenue tendue. Maman, femme au foyer, a dû trouver un travail malgré des compétences dépassées. Papa a déménagé dans un petit appartement et semblait plus préoccupé par sa nouvelle petite amie que par les factures. À 16 ans, je travaillais dans un dîner après l'école. James, lui, faisait de la mise en rayon dans une épicerie. Nous mettions nos revenus en commun pour acheter à manger quand maman était à court d'argent. On n'a que nous deux, Nat, me disait James en comptant les pièces sur le sol de notre chambre. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Cette promesse nous a portés jusqu'au lycée et bien au-delà. Quand j'ai décidé de faire des études de gestion hôtelière, James était mon plus grand soutien. Il avait choisi de ne pas aller à l'université, entrant directement dans la construction. Il est passé d'apprenti à contremaître à 23 ans. Chaque mois, il m'envoyait une partie de son salaire pour m'aider à payer mes manuels et mes frais de vie. Ma carrière fut exigeante, mais gratifiante. J'ai commencé comme réceptionniste dans un petit hôtel tout en poursuivant mes études. Mon dévouement a été remarqué et j'ai été promu superviseur en moins d'1 an. À 27 ans, j'étais directrice des opérations dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon plus grand risque. Avec mes économies et un petit prêt professionnel, j'ai acheté un vieil hôtel historique au bord de la faillite, le Sapphire Grand. L'architecture était superbe, mais la gestion déplorable. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 2 ans, rénovant les lieux et redonnant vie à sa réputation. James était là à chaque étape. Grâce à ses contacts dans le bâtiment, il m'a trouvé des entrepreneurs fiables à des prix honnêtes. Les week-ends, il venait avec son équipe pour gérer les petits projets, gratuitement. Considère ça comme un investissement pour notre avenir, me disait-il avec un clin d'œil. Je m'appelle Nathalie Warren, j'ai 34 ans, propriétaire des hôtels Sapphire Luxury et de la société Elite Catering. Mon frère James et moi avons toujours été très proches, ayant survécu au divorce de nos parents et construit nos vies ensemble. Quand il s'est fiancé, j'ai versé avec joie un acompte de 65 000 $ pour son mariage de rêve dans mon plus bel établissement. Puis, la semaine dernière, sa planificatrice de mariage m'a appelé avec une nouvelle qui m'a brisé le cœur. Si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et restez avec moi pour entendre l'histoire d'un désastre de mariage qui m'a appris la véritable signification de la famille et du respect de soi. James et moi avons grandi dans un quartier modeste de Boston. Il n'avait que 2 ans de plus que moi, mais il a toujours pris son rôle de grand frère très à cœur. Je me souviens de lui me tenant de la main au passage piéton en allant à l'école, veillant à ce que personne ne me harcèle. Nous avions ce lien fraternel unique que peu de gens connaissent dans une vie. Notre enfance a basculé lorsque nos parents ont divorcé. J'avais 12 ans, James en avait 14. La séparation fut chaotique, dispute tard le soir, porte claquée. Notre père, Robert, comptable accro au travail, ne prenait presque jamais le temps de dîner en famille.
Notre mère, Linda, se sentait négligée et a fini par chercher de la compagnie ailleurs. Aucun des deux ne semblait comprendre l'impact que leur séparation avait sur nous. Une fois le divorce finalisé, ils se sont enfermés dans une guerre froide. Ils ne communiquaient que lorsque c'était strictement nécessaire, en passant par nous. Dis à ton père qu'il est encore en retard pour la pension alimentaire. Demande à ta mère si je peux venir vous chercher 1 heure plus tôt dimanche. James et moi avons rapidement appris à compter l'un sur l'autre plutôt que sur nos parents. La situation financière est devenue tendue. Maman, femme au foyer, a dû trouver un travail malgré des compétences dépassées. Papa a déménagé dans un petit appartement et semblait plus préoccupé par sa nouvelle petite amie que par les factures. À 16 ans, je travaillais dans un dîner après l'école. James, lui, faisait de la mise en rayon dans une épicerie. Nous mettions nos revenus en commun pour acheter à manger quand maman était à court d'argent. On n'a que nous deux, Nat, me disait James en comptant les pièces sur le sol de notre chambre. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Cette promesse nous a portés jusqu'au lycée et bien au-delà. Quand j'ai décidé de faire des études de gestion hôtelière, James était mon plus grand soutien. Il avait choisi de ne pas aller à l'université, entrant directement dans la construction. Il est passé d'apprenti à contremaître à 23 ans. Chaque mois, il m'envoyait une partie de son salaire pour m'aider à payer mes manuels et mes frais de vie. Ma carrière fut exigeante, mais gratifiante. J'ai commencé comme réceptionniste dans un petit hôtel tout en poursuivant mes études. Mon dévouement a été remarqué et j'ai été promue superviseur en moins d'1 an. À 27 ans, j'étais directrice des opérations dans l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. C'est à ce moment-là que j'ai pris mon plus grand risque. Avec mes économies et un petit prêt professionnel, j'ai acheté un vieil hôtel historique au bord de la faillite, le Sapphire Grand. L'architecture était superbe, mais la gestion déplorable. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant 2 ans, rénovant les lieux et redonnant vie à sa réputation. James était là à chaque étape. Grâce à ses contacts dans le bâtiment, il m'a trouvé des entrepreneurs fiables à des prix honnêtes. Les week-ends, il venait avec son équipe pour gérer les petits projets, gratuitement. Considère ça comme un investissement pour notre avenir, me disait-il avec un clin d'œil. Le Sapphire Grand est devenu rentable à sa 3e année d'exploitation. J'ai utilisé ce succès pour obtenir des financements pour un 2e établissement, puis un 3e. À 30 ans, j'avais 5 hôtels de luxe à mon actif et je lançais Elite Catering, une entreprise de restauration haut de gamme spécialisée dans les mariages et les événements d'entreprise. Tout au long de mon parcours entrepreneurial, James a été mon rock. Il célébrait chaque réussite et me soutenait dans chaque épreuve. Quand une canalisation a éclaté au Sapphire Boston, causant des milliers de dollars de dégâts, James a conduit 3 heures en pleine nuit pour superviser les réparations. Nos parents ont fini par remarquer notre succès, mais de façon bien différente. Papa voulait soudainement renouer, nous invitant à dîner dans des restaurants chics et nous présentant à ses associés. Maman, elle, est devenue étrangement compétitive, comparant ses maigres réussites à nos soi-disant coups de chance. Aucun des deux ne semblait comprendre que nous avions réussi malgré leur absence, et non grâce à leur soutien. Puis Melissa Blake est entrée dans nos vies. James l'a rencontrée lors d'un tournoi de golf caritatif où ma société de restauration assurait le service du déjeuner. Elle était belle, raffinée et issue d'une vieille famille aisée. Son père possédait une chaîne de concessions automobiles dans le Nord-Est et sa mère siégeait au conseil de plusieurs institutions culturelles prestigieuses. Dès le départ, quelque chose m'a dérangé chez Melissa. Elle parlait au personnel de restauration avec un ton condescendant qui me mettait mal à l'aise. Quand James me l'a présentée, son sourire n'éteignait pas ses yeux. « Oh, vous êtes la petite sœur qui travaille dans l'hôtellerie. Comme c'est mignon, » dit-elle en balayant la pièce du regard, comme si elle cherchait quelqu'un de plus important à qui parler. James était complètement sous son charme. En quelques semaines, il passait tout son temps libre avec elle. Elle l'introduisit à ses amis du club de golf et l'emmena dans des restaurants huppés où le personnel le traitait comme un intrus. Peu à peu, je remarquais des changements chez mon frère. Il se mit à employer des expressions comme les bonnes personnes ou notre genre d'établissement. Il échangea son vieux pick-up fiable contre un SUV de luxe qu'il avait du mal à se payer. Nos dîners fraternels hebdomadaires devinrent mensuels, puis rarissimes. Et lorsqu'on se voyait enfin, Melissa l'accompagnait presque toujours, consultant sa montre et soupirant dès que la conversation tournait autour de nos souvenirs d'enfance ou de nos blagues internes auxquelles elle ne pouvait participer. Melissa et sa mère, Eleanor, ne cachaient pas leur mépris à mon égard. Lors d'un dîner d'anniversaire organisé pour James, Eleanor me posa des questions très précises sur ma petite entreprise hôtelière, semblant déçue en apprenant l'ampleur de mes opérations.
Eh bien, je suppose que tout le monde peut réussir en Amérique de nos jours, dit-elle avec un sourire pincé. Bien sûr, il y a une différence entre l'argent récent et les familles établies, ajouta Mélissa en hochant la tête. Cela doit être épuisant, le secteur des services. Toutes ces plaintes, ces chambres sales, elle frissonna délicatement. Je ne pourrais jamais. J'essayais d'expliquer que, en tant que propriétaire, je ne faisais plus moi-même le ménage des chambres, mais James m'interrompit. Nathalie a toujours été une grande travailleuse, dit-il, comme s'il s'excusait de ce trait de caractère. Elle vendra probablement l'entreprise quand elle s'installera et fondera une famille. La remarque m'a blessée. James savait à quel point j'étais passionnée par mon travail. Je n'avais jamais dit vouloir m'installer ou vendre mes sociétés. À cet instant, j'ai réalisé à quel point il s'était éloigné du frère qui, autrefois, me connaissait mieux que personne. Malgré cette distance croissante, j'aimais James profondément. Je me disais que c'était une phase, qu'il essayait simplement de s'intégrer dans le monde de Mélissa. Le frère qui me tenait la main sur le chemin de l'école devait toujours exister quelque part en lui. Par un soir d'automne frais, James m'appela, la voix pleine d'enthousiasme. Elle a dit oui, Nat. Mélissa a accepté de m'épouser. Son bonheur était contagieux, et malgré mes réserves sur sa fiancée, je me suis sincèrement réjouie pour lui. C'est une merveilleuse nouvelle, James. Raconte-moi tout. Comment l'as-tu demandé en mariage? Je me suis installée sur mon canapé, prête à entendre tous les détails romantiques. James me raconta sa demande somptueuse dans la maison d'été des Blake, dans les Hamptons. Il avait engagé un chef privé, un quatuor à cordes, et fait disperser des milliers de pétales de rose sur la plage. La bague, un diamant de 4 carats, lui avait coûté près de 6 mois de salaire. C'est parfait, dis-je, en ignorant le nœud dans mon estomac. L'extravagance ne ressemblait pas au frère pragmatique avec qui j'avais grandi. Avez-vous fixé une date? Mélissa veut un mariage en juin. Sa mère dit que les meilleurs lieux se réservent un an à l'avance, alors on doit commencer à planifier immédiatement. Il marqua une pause. Il y a juste un problème. Les lieux suggérés par Eleanor sont soit déjà réservés, soit bien au-dessus de notre budget. J'entendais la tension dans sa voix. James gagnait bien sa vie comme chef de chantier, mais les Blake évoluaient dans une toute autre sphère financière. Il était évident qu'ils craignaient de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Et le Sapphire Grand, suggérais-je. La salle de bal peut accueillir 300 invités, et les jardins seront superbes pour une cérémonie en juin. Silence à l'autre bout du fil. Je ne sais pas, Nat. Mélissa a le cœur tourné vers le Rosewood ou le Peninsula. Le Sapphire Grand a été classé au-dessus des deux par Luxury Travel Magazine, fis-je remarquer. Et en tant que frère de la propriétaire, tu aurais un traitement préférentiel et d'importantes remises. Après quelques hésitations, James promit d'en parler à Mélissa. 3 jours plus tard, il me rappela. Mélissa acceptera peut-être le Sapphire Grand. Mais elle veut le visiter d'abord, et elle s'inquiète pour le service traiteur. Sa mère connaît plusieurs chefs célèbres. Dis-lui qu'Elite Catering peut créer n'importe quel menu qu'elle souhaite, répondis-je, en tentant de dissimuler mon agacement. Nous avons 2 chefs formés au Michelin dans l'équipe. La visite du Sapphire Grand fut tendue. Mélissa et Eleanor parcouraient la grande salle de bal d'un œil critique, chuchotant entre elles et prenant des notes. Mon directeur d'hôtel, Anthony, présenta notre forfait mariage le plus luxueux, pendant que je leur montrais la suite nuptiale avec sa vue panoramique sur la ville. L'espace est convenable, concéda Eleanor à contre-cœur, mais le code couleur ne correspond pas du tout à la vision de Mélissa. Seriez-vous prête à retapisser les chaises de la salle de bal et à remplacer les rideaux? Je clignais des yeux, surprise. Nous pouvons bien sûr ajouter des housses de chaises et des éléments décoratifs pour s'adapter à votre palette de couleurs, proposai-je. Mais retapisser complètement 200 chaises serait extrêmement coûteux. Et inutile. Mélissa pinça les lèvres. Maman, peut-être devrions-nous continuer de regarder le Rosewood. James me lança un regard suppliant. Je reconnaissais cette expression, c'était la même que lorsqu'il avait besoin que je cède, enfant, pour éviter un conflit. Prenant une profonde inspiration, je souris à ma future belle-sœur. Pourquoi ne pas me montrer ton tableau Pinterest? Je suis sûre que nous pourrons trouver des solutions créatives pour transformer l'espace selon ta vision. Cette concession ouvrit les vannes. Pendant l'heure suivante, Mélissa décrivit son mariage de rêve, un événement qui semblait tout droit sorti d'un couronnement royal, fleurs importées, éclairage sur mesure, fontaine de champagne, gâteau à 10 étages. Lorsqu'Anthony fournit discrètement une estimation préliminaire, James devint livide. Même avec mes réductions, le mariage coûterait plus de 100 000 $. C'est alors que je pris une décision qui allait tout changer. En guise de cadeau pour vous deux, déclarai-je, j'aimerais couvrir les frais de location du lieu et du service traiteur, 65 000 $ pour votre journée spéciale.
Les yeux de James s'écarquillèrent. Nat, c'est trop généreux. On ne peut pas accepter ça. Mais Melissa et Eleanor échangèrent un regard. Ce serait charmant, répondit rapidement Melissa. Nous acceptons votre généreuse offre. Même pour une femme d'affaires prospère comme moi, 65 000 $ représentait une somme considérable, le bénéfice de plusieurs mois d'activité. Mais je me disais que cela valait la peine pour soutenir mon frère. Et peut-être bâtir un pont vers cette nouvelle famille. Le processus de planification démarra immédiatement. Melissa engagea Victoria Hayes, l'une des organisatrices de mariage les plus exclusives de la ville, pour orchestrer les détails. Je m'attendais à être incluse dans les grandes décisions, vu ma contribution financière et ma propriété du lieu. Mais je découvris vite que je me trompais. Melissa planifia des dégustations avec mon équipe de traiteurs sans m'inviter. Victoria envoyait des emails à propos de modifications architecturales dans la salle de bal, sans me mettre en copie. Quand je demandais à James pourquoi j'étais tenue à l'écart, il sembla mal à l'aise. Melissa veut juste que tout soit parfait, expliqua-t-il. Elle pense qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts si tu es trop impliqué, vu que c'est ton entreprise. J'ai ravalé mes sentiments blessés et essayé de respecter leur démarche. Mais la situation devint de plus en plus difficile à mesure que Melissa et Eleanor émettaient des demandes exigeantes et souvent déraisonnables. Elles insistèrent pour qu'on retire un lustre historique de la salle de bal, parce qu'il ne correspondait pas au thème. Elles exigèrent que la cuisine propose 15 menus différents avant d'en choisir un. Elles réservaient des créneaux avec mon coordinateur de lieux déjà surchargé, puis annulaient à la dernière minute. Malgré tout, je suis restée professionnelle. Je voulais que ce mariage soit parfait pour James, même si cela signifiait tolérer les caprices de Melissa. Mon équipe, loyale envers moi, faisait de son mieux pour s'adapter, bien que je voyais l'épuisement sur leur visage. « Tu es une sainte », me souffla Anthony après une réunion particulièrement difficile avec Eleanor. Si elle n'était pas ta future famille, je l'aurais mise à la porte depuis des semaines. Le dépôt de 65 000 $ fut officiellement enregistré 6 mois avant la date du mariage. J'ai signé les papiers moi-même, spécifiant qu'ils couvraient la location du lieu, le forfait traiteur de base et les chambres d'hôtel pour les membres du cortège. Les coûts supplémentaires pour les améliorations, les demandes spéciales ou les invités supplémentaires seraient facturés séparément. À l'approche de la date, je m'attendais à recevoir mon invitation officielle. Mais 3 mois avant le mariage, aucune enveloppe n'était arrivée. J'ai abordé la chose avec désinvolture lors d'un de nos rares appels. « Les invitations sont parties la semaine dernière », dit-il vaguement. Melissa s'est occupée de la liste des invités. Je suis sûre que la tienne est en route. 1 mois passa. Toujours rien. Je me dis qu'il devait y avoir une erreur dans le courrier, ou qu'il pensait peut-être que je n'avais pas besoin d'invitation, puisque j'étais si impliquée dans l'organisation. Mais une gêne persistante s'installait. Le premier véritable signal d'alarme survint quand ma cousine Dana m'appela pour me remercier de son invitation. « Elle est magnifique », me dit-elle. Cette dorure en relief a dû coûter une fortune. Et le petit mot manuscrit de Melissa, tellement attentionné. Mon cœur se serra. Je n'avais reçu ni invitation, ni mot. En parlant avec d'autres membres de la famille, je découvris qu'ils avaient tous reçu leurs invitations. Depuis des semaines, la veille du mariage, alors que l'équipe préparait le Sapphire Grand pour le grand jour, dressant des tables ornées de vaisselle dorée, suspendant des guirlandes florales du plafond, testant les installations de lumière, je reçus un appel inattendu de Victoria Hayes. « Bonjour Nathalie », dit-elle avec une voix trop enjouée. « J'espère que tout se passe bien. J'appelle juste pour confirmer que vous avez bien reçu la note finale de facturation. »« Note finale ?» répétai-je. Le dépôt ne couvrait-il pas l'ensemble? Eh bien, nous avons dépassé les prestations incluses, expliqua-t-elle d'un ton détaché. L'ajout du bar à huîtres crues, des lanternes suspendues importées et des exigences spécifiques du menu ont entraîné des frais supplémentaires. Eleanor a approuvé toutes les modifications. Je fronçai les sourcils. D'accord, mais ce n'est pas moi qui ai donné mon accord. Et à ma connaissance, toute dépense au-delà du dépôt devait être facturée à Melissa ou James. Elle hésita. Melissa a insisté pour que tout soit géré par l'équipe de Sapphire, donc j'ai supposé. Je l'interrompis. Envoyez-moi immédiatement la facture détaillée. Et dites à Melissa que j'attends son appel. La facture était de 23 489 $. En plus des 65 000 que j'avais déjà payés. Je tentais d'appeler James. Pas de réponse. Je lui envoyai un message. « James, appel d'urgence. Ce n'est pas une blague. Je viens de recevoir une facture de 23 000 $. Pourquoi est-ce à moi de payer ça? » Pas de réponse. Le matin du mariage, je me suis rendue au Sapphire Grand vêtue d'une tenue discrète, prête à m'assurer que tout se déroulait parfaitement. Je n'avais toujours pas reçu d'invitation formelle, mais je voulais croire que c'était une erreur. Qu'il y avait encore une place pour moi.
Alors que j'inspectais les derniers préparatifs, Anthony s'approcha, visiblement gêné. Nathalie. Je ne sais pas comment te dire ça. Quoi? Eleanor a apporté une nouvelle liste de placements. Ton nom n'y figure pas, ni à la table des invités, ni sur la liste d'entrée. Je restais figé. C'est une blague? J'ai vérifié 3 fois, et Victoria a donné l'ordre de ne pas te laisser entrer dans la salle après 15 heures. Elle a dit que tu étais ici uniquement à titre professionnel. Mon sang se glaça. Je venais de subventionner un mariage extravagant. C'était mon lieu, mon personnel, ma cuisine. Et pourtant, on m'excluait comme une simple prestataire. J'appelais James une dernière fois. Cette fois, il répondit. James, dis-moi que ce n'est pas vrai, que je suis bien invité, que mon nom a juste été oublié. Silence. Melissa pense que ta présence pourrait distraire, finit-il par dire. Elle craint que, vu ton lien émotionnel avec l'événement, tu ne sois pas dans le bon état d'esprit. Mon lien émotionnel? C'est mon frère qui se marie. J'ai payé pour cette journée. Tu aurais au moins pu me prévenir. Je suis désolé, murmura-t-il. Ce n'est pas à moi de décider. Je raccrochais, en tremblant. À 14h30, j'ai dit à Anthony, laisse-les faire leur spectacle, mais aucune autre facture ne sera honorée. Et dès demain matin, tout ce qui reste ici sera facturé au plein tarif. Puis je suis rentré chez moi. J'ai passé le reste de la journée dans mon salon, toujours en tenue formelle, un verre de vin à la main. J'ai pensé à nos années d'enfance, à nos jeux dans la cour, aux secrets échangés sous les couvertures, aux promesses murmurées de toujours se protéger mutuellement. Tout ça, balayé par l'ambition sociale et les apparences. Le lendemain, James m'a appelé. Melissa dit que tu fais une scène inutile. C'était son jour. Elle avait le droit de décider. Et moi, j'avais le droit au respect, ai-je répondu froidement. J'ai annulé toutes les réductions. Vous recevrez la facture complète pour le solde, et je recommande fortement de la payer à temps. Il y eut un long silence. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Depuis ce jour, James et moi ne nous sommes plus parlé. Ce mariage m'a coûté bien plus que 65 000 $. Il m'a coûté mon frère, mais il m'a aussi appris une chose cruciale, l'amour sans respect n'est qu'un mirage, et aucune somme d'argent ne devrait jamais acheter le droit de vous piétiner. Lors d'un contrôle de routine avec le personnel de mon hôtel concernant les préparatifs du mariage, j'appris que Melissa avait demandé un rendez-vous pour examiner le plan de table de la réception. Intrigué, je demandai à en voir une copie. Mon nom n'y figurait nulle part. Il doit s'agir d'une erreur, dis-je à ma coordinatrice d'événements. Je suis la sœur du marié. Elle sembla mal à l'aise. Mademoiselle Blake a été très précise concernant les placements, dit-elle. Elle a personnellement revu chaque nom plusieurs fois. La situation atteignit son paroxysme lorsque nos parents organisèrent un dîner familial un mois avant le mariage. C'était la première fois depuis des années que ma mère et mon père se retrouveraient dans la même pièce, preuve de l'importance du mariage de James. Le dîner eut lieu dans un restaurant chic du centre-ville, en présence de James, Melissa, des 2 couples parentaux et de moi-même. Dès que nous nous assîmes, la tension fut palpable. Melissa n'arrêtait pas de chuchoter à l'oreille de sa mère en me lançant des regards furtifs. Lorsque la conversation dériva vers les détails du mariage, il restait vague, changeant de sujet à chaque fois que je posais une question précise. Au moment du plat principal, Eleanor fit une remarque qui me glaça le sang. « Il est si important de créer la bonne atmosphère lors d'un mariage, » dit-elle en faisant tourner son verre de vin. « Les invités adéquats, les bonnes connexions. Un mariage n'est pas qu'une célébration, c'est une déclaration sur votre place dans la société. » Melissa acquiesça. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas les implications sociales d'un événement de haut niveau, ajouta-t-elle en me regardant droit dans les yeux. Travailler dans l'hôtellerie est une chose, mais apprécier la véritable élégance en est une autre. Mon père, jamais très doué pour comprendre les dynamiques sociales, éclata d'un rire gêné. Nathalie comprend très bien l'élégance. Ces hôtels sont classés parmi les meilleurs en matière de luxe. Le sourire d'Eleanor ne toucha jamais ses yeux. Oui, mais il y a une différence entre servir l'élite et en faire partie, n'est-ce pas? L'implication était claire. À leurs yeux, j'étais le personnel, pas une égale sur le plan social. Je regardais James, espérant qu'il me défende, mais il fixait son assiette, évitant soigneusement tout contact visuel. Ma mère, peut-être devinant ma détresse, tenta de changer de sujet. Nathalie a été si généreuse avec sa contribution au mariage. Le lieu est absolument splendide. La réponse de Melissa fut rapide et cinglante. Oui, l'arrangement financier nous a été utile, bien que nous ayons dû effectuer d'importantes améliorations pour que l'endroit soit à la hauteur. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Mon hôtel phare, le joyau de mon empire professionnel, était qualifié de médiocre par une femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Le Sapphire Grand est un établissement 5 étoiles, dis-je calmement.
Nous accueillons régulièrement diplomates, célébrités, et oui, des mariages de prestige. Bien sûr, ma chère, dit Eleanor en me tapotant la main avec condescendance. Et nous apprécions les efforts de votre établissement pour s'adapter à notre vision. Après le dîner, je tentais de parler à James en privé, mais Melissa nous intercepta. James, chérie, nous devons parler du dîner de répétition avec papa, dit-elle en l'entraînant avec elle. Le regard qu'elle me lança était triomphant, presque narquois. Plus tard dans la semaine, je reçus un message troublant d'une amie travaillant au club de campagne dont Melissa était membre. Elle avait entendu Melissa rire avec ses demoiselles d'honneur à propos de la fille de l'hôtel qui croyait être invitée au mariage. Elle pense vraiment qu'elle va s'asseoir à la table familiale, aurait dit Melissa, comme si on voulait quelqu'un comme elle en plein centre des photos. Mais nous devons l'aménager jusqu'au grand jour puisqu'elle contrôle le lieu. Une autre demoiselle d'honneur demanda. Et l'argent qu'elle a donné? 65 000, c'est beaucoup à prendre sans l'inclure. La réponse de Melissa me glaça le sang. Cet argent est déjà dépensé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Le réclamer? De toute façon, James dit qu'elle est blindée. Elle s'en remettra. Je confrontais James ce soir-là. Je l'appelais, exigeant des réponses. Suis-je invité à ton mariage ou non? Demandai-je franchement. Parce que d'après ce que j'entends, Melissa a d'autres projets. James poussa un long soupir. Nat, c'est compliqué. Melissa et sa mère ont des idées très précises sur la liste des invités. Elles veulent préserver une certaine atmosphère. Une atmosphère qui n'inclut pas ta seule sœur, celle qui t'a donné 65 000 $ pour ton mariage? Ma voix trembla d'émotion. Tu ne comprends pas la pression que je subis, répondit James sur la défensive. La famille de Melissa évolue dans des cercles influents. Ce mariage pourrait nous ouvrir des portes, à elle comme à moi. Depuis quand t'intéresses-tu aux cercles influents? Demandai-je. Qu'est-il arrivé aux frères qui disaient qu'on avait besoin de personne d'autre que l'un l'autre? Les gens grandissent, Nathalie. Qu'ils changent. Peut-être devrais-tu essayer au lieu de t'accrocher au passé. Ces mots furent comme des poignards dans mon cœur. C'est Melissa qui parle ou toi? Demandai-je doucement. Cette conversation n'est pas constructive, dit-il d'un ton glacial. Je dois y aller. Melissa et moi avons rendez-vous chez le fleuriste. Je raccrochais, submergé par un profond sentiment de perte. Le frère que j'avais connu et aimé toute ma vie m'échappait, remplacé par un homme que je ne reconnaissais plus. Pourtant, je m'accrochais à l'espoir qu'il ne s'agissait que d'un égarement passager, que le vrai James reviendrait une fois le stress du mariage dissipé. Je décidai de faire une dernière tentative pour sauver notre relation. J'envoyai à James un courriel sincère lui rappelant tout ce que nous avions traversé ensemble et exprimant ma douleur d'être exclu de ce jour si important. Je lui assurai que je continuerai à veiller à ce que le lieu et le traiteur soient parfaits, peu importe mes sentiments, car c'est ce que font les membres d'une famille. Sa réponse fut brève et formelle. Merci pour ta compréhension. Je vais parler à Melissa au sujet de la liste des invités. Les jours passèrent sans autre nouvelle. Le mariage n'était plus qu'à une semaine, et je commençais à accepter que je n'assisterais peut-être pas à la cérémonie de mon propre frère, malgré le fait d'avoir fourni le lieu et une contribution financière considérable. Puis vint l'appel qui allait tout changer. C'était un mardi après-midi. Mon téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. J'étais en pleine réunion budgétaire avec mon équipe dirigeante, mais je décidai de répondre au cas où cela concernait le mariage. Bonjour, suis-je bien en ligne avec Nathalie Warren? Demanda une voix féminine professionnelle. Oui, c'est moi, répondis-je en sortant de la salle de conférence. Ici Victoria Hayes, la planificatrice du mariage Warren Blake prévu au Sapphire Grand samedi prochain, dit-elle d'un ton net et professionnel. Je vous appelle concernant le paiement de votre acompte de 65 000 $. Mon cœur manqua un battement. Oui, il y a un problème avec le paiement? Je l'avais moi-même traité des mois plus tôt, mais peut-être s'agissait-il d'un souci administratif. Pas exactement, répondit Victoria avec hésitation. J'ai reçu pour instruction de la part de la famille de vous informer que votre invitation au mariage a été annulée. Cependant, ils souhaitent conserver l'acompte que vous avez fourni. Le monde sembla s'arrêter. Je me rattrapais au mur du couloir pour ne pas chanceler. Pardon? Victoria se racla la gorge, mal à l'aise. La famille a décidé de revoir la liste des invités. Votre présence n'est plus requise. Toutefois, ils souhaitent maintenir les dispositions prévues pour le lieu et le traiteur, en utilisant le dépôt que vous avez déjà versé. Quelle famille? Demandai-je, la voix à peine audible. Qui a exactement pris cette décision? Mademoiselle Blake et sa mère ont donné l'instruction, répondit Victoria. On m'a dit que M. Warren en était informé et qu'il a accepté l'arrangement. James avait accepté de me désinviter de son mariage tout en conservant mes 65 000 $. Mon propre frère, celui-là même qui me donnait la moitié de son sandwich chaque jour à l'école, car il savait que j'étais trop timide pour demander plus à manger.
Celui qui me tenait la main aux funérailles de notre grand-mère et m'avait promis que nous serions toujours là l'un pour l'autre. Puis-je demander pourquoi, dis-je en luttant pour garder ma voix stable. Victoria fit une pause, visiblement mal à l'aise. On m'a dit que votre présence risquait de perturber l'atmosphère souhaitée. Mademoiselle Blake estimait que les dynamiques familiales pouvaient créer des tensions le jour de son mariage. Dynamique familiale? Répétai-je, incrédule. Je suis sa sœur. Sa seule sœur. Mademoiselle Blake a également mentionné votre lien professionnel avec le lieu, ce qui pourrait semer la confusion parmi les invités sur votre rôle, répondit Victoria, dont le ton sonnait comme s'il venait tout droit d'un script. Elle a exprimé des inquiétudes précises quant au fait que vous soyez perçu comme faisant partie du personnel plutôt que de la famille, étant donné que vous êtes propriétaire de l'établissement. La cruauté de cette remarque m'a coupé le souffle. Après des années de travail acharné pour bâtir mon entreprise à partir de rien, mon succès était désormais utilisé contre moi. Mon lien avec le secteur des services faisait de moi une personne indigne d'assister au mariage de mon propre frère. Est-ce que c'est James qui a dit cela? Ai-je demandé, ayant besoin de savoir si ces mots venaient de lui ou de Melissa. Je n'ai pas parlé directement à M. Warren de cette affaire, admit Victoria. L'instruction vient de Mademoiselle Blake, mais elle m'a assuré que M. Warren était d'accord. Je fermais les yeux, tentant d'assimiler cette trahison. Et les 65 000 $ que j'avais versés. Il comptait garder cet argent tout en m'excluant de l'événement. Oui, confirma Victoria, sa voix trahissant un malaise croissant. La compte est désormais considérée comme non remboursable, comme stipulé dans le contrat. Mademoiselle Blake a précisé que vous l'aviez présenté comme un don, sans condition d'assistance. Une vague de colère m'envahit, balayant le choc et la douleur. C'était bien plus qu'un manque de considération. C'était une manœuvre calculée, cruelle. Il m'avait utilisé, pour le lieu, pour le service traiteur, pour l'argent, tout en planifiant de m'exclure de la fête. Mademoiselle Warren, êtes-vous toujours là? Demanda Victoria après un long silence. Oui, répondis-je, ma voix soudainement calme et claire. Je veux simplement confirmer que j'ai bien compris. La mariée et sa mère ont décidé que je n'étais pas la bienvenue au mariage de mon frère, en dépit de ma contribution financière significative et du fait que l'événement a lieu sur ma propriété. Et mon frère aurait apparemment accepté cela. C'est bien ce que j'ai compris. Oui, répondit Victoria prudemment. Je pris une profonde inspiration. Victoria, je vous remercie de m'avoir appelé directement. J'imagine que vous ne saviez pas que je suis la propriétaire du Sapphire Grand et d'Elite Catering. Un souffle brusque se fit entendre à l'autre bout du fil. Non, je n'étais pas au courant de ce lien. Mademoiselle Blake m'a simplement présentée comme la sœur de M. Warren qui avait contribué au financement du mariage. Je vois, répondis-je, une idée prenant déjà forme dans mon esprit. Dans ce cas, j'aimerais que vous transmettiez un message à Mademoiselle Blake et à mon frère. Bien sûr, répondit Victoria, son ton professionnel faiblissant à mesure qu'elle réalisait la situation délicate dans laquelle elle se trouvait. Dites-leur, je vous prie, que je demande l'annulation pure et simple du mariage. Victoria eut un hoquet de stupeur. Mais, Mademoiselle Warren, vous ne pouvez pas. Vous n'êtes ni la mariée ni le marié. Vous n'avez pas l'autorité pour annuler l'événement. Non, acquiesçai-je. Mais je suis propriétaire du lieu, de la société de traiteurs et de la chaîne d'hôtels réservés pour les invités venus de l'extérieur. Et selon l'article 12 du contrat qu'ils ont signé, je me réserve le droit d'annuler tout événement allant à l'encontre des valeurs fondamentales de notre entreprise, lesquelles incluent le respect et l'intégrité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mais les acomptes, les invités, tout est déjà organisé, balbutia Victoria. Oui, c'est un mauvais timing, répondis-je froidement. Veuillez informer Mademoiselle Blake et mon frère que, sauf si je reçois d'ici 17 heures aujourd'hui des excuses formelles ainsi qu'une invitation au mariage, le Sapphire Grand ne sera plus disponible pour leur événement. Tous les dépôts seront perdus, conformément à la politique d'annulation qu'ils ont acceptée. C'est extrêmement inhabituel, protesta Victoria. Je n'ai jamais été confrontée à une telle situation dans ma carrière. Moi non plus, admis-je. Mais je n'ai jamais été exclue du mariage de mon propre frère tout en étant censé le financer non plus. Veuillez transmettre mon message sans délai. Je mis fin à l'appel et m'appuyai contre le mur, le cœur battant. Une partie de moi n'arrivait pas à croire ce que je venais de faire. Une autre savait que c'était un acte attendu depuis longtemps. Trop longtemps, j'avais laissé Melissa et sa famille me traiter avec condescendance pendant que je souriais et accédais à toutes leurs demandes. Trop longtemps, j'avais vu mon frère se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. L'heure n'était plus à la passivité. Si James choisissait les valeurs élitistes de Melissa plutôt que le lien fraternel qui nous unissait depuis toujours, c'était son droit. Mais il ne le ferait pas dans mon établissement, avec mon argent, tout en m'excluant de la célébration.
Quelques minutes plus tard, mon téléphone commença à sonner. C'était James. Je laissai l'appel aller vers la messagerie. Puis ce fut Melissa, ensuite Eleanor. Je les ignorais tous, retournant calmement à ma réunion budgétaire avec un sourire serein qui déconcerta mon équipe de direction. « Tout va bien? » demanda Anthony, remarquant mon changement d'attitude. « En réalité, oui, répondis-je. Je crois que tout devient enfin très clair. » À 16h30 précise, mon bureau, mon téléphone fixe, mon portable et ma boîte email étaient submergés de messages. Victoria avait manifestement transmis mon ultimatum, déclenchant une tempête de panique. Le mariage devait avoir lieu dans 10 jours à peine. Plus de 200 invités avaient confirmé leur présence. Des acomptes avaient été versés aux fleuristes, photographes et musiciens. À exactement 16h55, un tumulte se fit entendre dans le hall de l'hôtel. James était arrivé, accompagné de Melissa et des 2 pères de parents. Il était temps d'assumer les conséquences de ma décision. J'instruisis mon assistante d'escorter le groupe nuptial dans ma salle de conférence privée, et non dans mon bureau. Ce n'était plus une affaire familiale, mais un litige commercial, et je voulais que le cadre reflète cette réalité. Lorsque j'entrai dans la pièce 5 minutes plus tard, la tension était palpable. Melissa, le visage rouge et les yeux embués de larmes, s'agrippait à la main de sa mère. Eleanor paraissait furieuse, ses lèvres serrées en une ligne fine. Mes parents semblaient perdus et bouleversés. Et James, mon frère bien-aimé, avait l'air d'un étranger. Son visage était un masque de colère et de honte. « Qu'est-ce que tu crois être en train de faire ?» lança-t-il dès que je refermai la porte. Je restais debout, les mains croisées devant moi. « J'applique les termes de notre contrat, » répondis-je calmement, et je me défends enfin. Le père de Melissa, Howard Blake, s'avança. C'était un homme imposant, habitué à intimider les autres par sa seule présence physique. « C'est un scandale. Nous avons un accord contraignant. Vous ne pouvez pas simplement annuler un mariage à 10 jours de la date. » Je soutins son regard sans fléchir. En réalité, je le peux. L'article 12 du contrat de réservation du Sapphire Grand stipule clairement que nous nous réservons le droit d'annuler tout événement qui enfreint nos standards éthiques ou constitue un risque pour la réputation de notre établissement. Des standards éthiques, ricana Eleanor. Quelle absurdité! Tenter d'exclure la propriétaire du lieu d'un événement tout en conservant sa contribution financière s'apparente à de la fraude. Cela viole nos principes éthiques et potentiellement la loi. Nous ne vous avons pas exclu, protesta Melissa, les larmes coulant sur ses joues. Nous avons simplement révisé la liste des invités, en retirant uniquement mon nom, fis-je remarquer. Après avoir accepté mes 65 000 $, ma mère s'avança, visiblement perdue. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne serais-tu pas invitée au mariage de ton propre frère? Je regardais James, lui donnant une chance de s'expliquer. Il évita mon regard, les yeux fixés au sol. Peut-être que James ou Melissa souhaiteraient expliquer leurs raisons, suggérai-je après un long silence gênant. C'est un malentendu, finit par dire James, la voix sans assurance. Victoria a dû mal interpréter les instructions. Victoria Hayes, qui était restée discrète dans un coin de la pièce, redressa la tête. J'ai suivi exactement les directives de Mademoiselle Blake, telles qu'elles m'ont été données. On m'a demandé d'informer Mademoiselle Warren que son invitation avait été annulée, mais que le dépôt serait conservé. Eleanor agita la main avec dédain. C'est ridicule. Il y a eu une confusion à propos de la liste des invités. Cela arrive avec les grands événements. Ce n'est pas une raison pour menacer d'annuler tout le mariage. Ce n'était pas une confusion, répondis-je fermement. C'était une décision délibérée de m'exclure tout en gardant mon argent. Vous avez offert cet argent en cadeau, répliqua Melissa, laissant tomber toute forme de politesse. Les cadeaux ne viennent pas avec des conditions. En réalité, très souvent, si, rétorquai-je. Surtout lorsqu'il s'agit d'une transaction commerciale encadrée par un contrat signé. Howard Blake sortit son téléphone portable. C'est absurde. Je vais appeler notre avocat sur le champ. Nous allons vous poursuivre pour rupture de contrat. Vous êtes libre de le faire, répondis-je. Mais le contrat est très clair sur mon droit d'annuler dans de telles circonstances. De plus, je dispose de preuves documentées montrant que la mariée avait l'intention de me flouer en acceptant ma contribution financière tout en prévoyant de m'exclure de l'événement. C'est une accusation grave, grogna Howard. Oui, acquiesçai-je. Presque aussi grave que de dire à sa fille qu'il est acceptable d'accepter 65 000 $ de quelqu'un pour ensuite le bannir de l'événement qu'il a financé. Mon père, d'ordinaire si silencieux, prit enfin la parole. James, est-ce vrai? Tu as accepté d'exclure ta sœur de ton mariage? James semblait piégé, ses yeux allant nerveusement de Melissa à moi. C'est compliqué, murmura-t-il.
En réalité, c'est très simple, dis-je, étonnamment calme malgré le chaos. Soit je suis la bienvenue au mariage de mon frère, en tant que membre de la famille à part entière et respectée, soit il n'y aura pas de mariage au Saphir Grand. Melissa éclata de nouveau en sanglots. Tu ne peux pas faire ça. Tout est organisé. Nos invités arrivent d'Europe la semaine prochaine. La robe sur mesure, les fleurs, le groupe qu'on a réservé 6 mois à l'avance. Je comprends que ce soit contraignant, reconnus-je. Tout comme il est douloureux de découvrir que son unique frère estime qu'on n'est pas assez bien pour assister à son mariage, malgré une contribution généreuse. Eleanor se tourna vers James. C'est ridicule. Appelle son bluff. On trouvera un autre lieu. Je souris froidement. Avec 10 jours de préavis, en pleine saison des mariages, cela semble peu probable. Mais vous êtes libre d'essayer. Bien sûr, vous perdrez le dépôt ici, et la plupart des autres lieux exigeront un paiement complet à l'avance pour une réservation aussi tardive. La couleur quitta le visage de Melissa lorsqu'elle comprit l'ampleur de la situation. Papa, fais quelque chose. Art Blake parut pensif. Peut-être pouvons-nous trouver un terrain d'entente. Que voulez-vous exactement, mademoiselle Warren? Du respect, répondis-je simplement. Des excuses sincères, la reconnaissance que ce que vous comptiez faire était mal, et la garantie que je serais traité comme le membre de la famille que je suis lors de cet événement. C'est du chantage, siffla Eleanor. Non, la corrigeai-je. C'est une limite. Cela fait des mois que je cède à toutes vos exigences, que je supporte chaque insulte, et que je finance une part significative de ce mariage. En retour, j'ai été traité avec mépris et finalement totalement exclu. Cela se termine aujourd'hui. Ma mère s'avança pour se placer à mes côtés, surprenant tout le monde, moi y compris. Je suis d'accord avec Nathalie. Ce que vous comptiez faire est honteux, James. Je t'ai élevé mieux que ça. James leva enfin les yeux. Son expression était un mélange de honte et de défi. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie. Je comprends parfaitement, répliquai-je. Tu as été si désespéré d'impressionner Melissa et sa famille que tu étais prêt à trahir ta sœur, celle qui a toujours été là pour toi. Celle qui t'a aidé à payer l'école technique, qui a célébré chacune de tes réussites et t'a soutenu dans tous tes échecs. Quelque chose dans mes paroles sembla percer la brume dans laquelle il vivait. Pour la première fois depuis des mois, je vis une lueur du vrai James dans son regard. Je n'ai jamais voulu te blesser, Nat, dit-il doucement. Edperton, tu étais prêt à m'interdire l'accès à ton mariage tout en gardant mon argent, soulignai-je. Comment pensais-tu que cela me ferait sentir? Je pensais. Il hésita. Je pensais que tu comprendrais. Que parfois, des sacrifices sont nécessaires pour le bien commun. Et j'étais le sacrifice? Demandai-je, la voix légèrement tremblante malgré ma détermination à rester calme. James n'eut aucune réponse. Art Blake s'éclaircit la gorge. Soyons pratiques. Mademoiselle Warren, si nous acceptons de vous inclure dans le mariage comme vous le demandez, permettrez-vous que l'événement se déroule comme prévu? Cela dépend, dis-je en me tournant directement vers James. Est-ce ce que tu veux, James? Suis-je simplement une obligation à tolérer ou veux-tu vraiment ta seule sœur à ton mariage? Le silence tomba dans la pièce tandis que tous attendaient la réponse de James. C'était le moment de vérité, non seulement pour le mariage, mais pour notre relation à venir. James regarda Melissa, puis moi, puis ses mains. Je veux que tu sois là, Nat, dit-il enfin. Je l'ai toujours voulu. Je me suis juste laissé emporter. Les préparatifs, les attentes, la pression de tout rendre parfait. Parfait pour qui? Demandai-je doucement. Il n'eut pas non plus de réponse à cela. Melissa tapa du pied, frustrée. C'est mon mariage. Je devrais décider qui y assiste. C'est notre mariage, la corrigea James, semblant enfin trouver sa voix. Et Nathalie est ma sœur. Elle doit être là. Elle mérite d'être là. Le regard que Melissa lui lança était venimeux. Après ce qu'elle vient de faire, tu veux encore qu'elle soit là? Elle vient de menacer de ruiner tout notre mariage. Après que vous ayez tenté de l'exclure tout en gardant son argent, rétorqua James en se redressant un peu plus. Réfléchis, Melissa. Comment te sentirais-tu si quelqu'un te faisait ça? Pour la première fois depuis que je la connaissais, Melissa resta sans voix. Voici ce qui va se passer, déclarai-je en m'adressant à toute la pièce. Je permettrai que le mariage ait lieu comme prévu, sous les conditions suivantes. Premièrement, je recevrai des excuses écrites officielles de la part des mariés pour la tentative d'exclusion. Deuxièmement, je serai traité avec le respect dû à un membre de la famille et à une chef d'entreprise pendant tous les événements liés au mariage. Troisièmement, ma contribution de 65 000 $ sera reconnue dans le programme du mariage comme un don venant d'une sœur aimante, et non comme une simple réduction de tarifs pour le lieu. Art Blake hocha la tête pensivement. Ces conditions semblent raisonnables, compte tenu des circonstances. Papa, protesta Melissa. Assez, Melissa, dit-il fermement. Mademoiselle Warren nous tient à la gorge, et tu le sais. Mais plus important encore,
Elle a raison. Ce que toi et ta mère aviez prévu était inapproprié, voire potentiellement illégal. Nous avons de la chance qu'elle accepte encore de coopérer. Eleanor avait l'air d'avoir avalé quelque chose de très amer, mais elle resta silencieuse. Mes parents échangèrent un regard, visiblement encore en train de digérer le drame familial dans lequel ils s'étaient retrouvés. Avons-nous un accord? Demandai-je, en regardant directement James. Après une légère hésitation, il acquiesça. Oui. Et Nat? Je suis désolé, je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. C'était un début, mais je savais que la route serait longue pour reconstruire la confiance brisée. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression que je pourrais peut-être retrouver mon frère. Alors le mariage aura lieu comme prévu, dis-je en ouvrant la porte de la salle de conférence pour signaler que notre réunion était terminée. Victoria se coordonnera avec mon équipe pour les derniers détails. Alors que le groupe quittait la pièce, James resta en arrière. Une fois seul, il se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Je suis vraiment désolé, Nat. Je ne sais pas qui je suis devenu ces derniers mois. Moi non plus, répondis-je honnêtement. Mais j'espère que tu le découvriras avant de dire oui. Le mariage est déjà assez difficile quand on est fidèle à soi-même. Il hocha lentement la tête, semblant vraiment m'écouter pour la première fois depuis des mois. Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand je le méritais. C'est ce que la famille fait, répondis-je. La vraie famille, pas celle qui ne valorise que le statut et les apparences. Alors qu'il partait rejoindre sa fiancée qui l'attendait, je me demandais si le mariage aurait réellement lieu. Et s'il avait lieu, quel genre de mariage suivrait? Seul le temps le dirait. Les jours précédant le mariage furent tendus mais productifs. Fidèle à ma parole, je veillais à ce que chaque détail du lieu et du service traiteur soit parfait. Mon personnel, qui avait entendu des rumeurs sur la confrontation, travailla avec un enthousiasme renouvelé, fier que je me sois défendu. Victoria Hayes se révéla étonnamment diplomate une fois le choc initial passé. Elle avait clairement gagné un nouveau respect pour moi après avoir appris que je possédais les propriétés Sapphire et assisté à ma gestion de la situation. Je dois m'excuser pour ma part dans ce gâchis, me dit-elle alors que nous révisions le plan de table final. Si j'avais su qui vous étiez dès le début, je n'aurais jamais accepté de passer cet appel. Vous faisiez votre travail avec les informations dont vous disposiez, la rassurai-je. Mais à l'avenir, vous devriez peut-être vous méfier des clients qui vous demandent d'exclure des membres de la famille proche tout en gardant leur argent. Victoria grimaça. Leçon retenue, croyez-moi. Comme promis, je reçus des excuses écrites officielles de James et Melissa. La déclaration de James semblait sincère et véritablement empreinte de remords. Celle de Melissa, en revanche, était rigide, manifestement dictée par l'équipe juridique de son père, mais elle respectait les exigences techniques de notre accord. Le dîner de répétition, tenu 2 nuits avant le mariage, fut ma première véritable épreuve. En entrant dans la salle privée du restaurant, les conversations cessèrent et tous les regards se tournèrent vers moi. Je gardais la tête haute, vêtue d'une robe de créateur qui trouvait le parfait équilibre entre élégance et assurance. James vint immédiatement à ma rencontre, m'embrassa sur la joue et me guida vers un siège d'honneur, non loin de la table principale. Melissa resta assise, offrant un sourire crispé qui ne toucha pas ses yeux. Eleanor Blake fit un effort manifeste pour m'éviter complètement, tandis qu'Howard me surprit en s'approchant avec une branche d'olivier inattendue. Mademoiselle Warren, dit-il en tendant la main, je tiens à m'excuser personnellement pour les désagréments de cette semaine. En affaires, j'ai toujours accordé de la valeur à la franchise et à l'intégrité. Vous avez fait preuve des deux, et je respecte cela. J'acceptais sa poignée de main. Merci, Monsieur Blake. Je vous suis reconnaissante pour votre compréhension. Howard, je vous en prie, insista-t-il. Après tout, nous allons bientôt faire partie de la même famille. Au fil de la soirée, je remarquai que James observait Melissa avec une expression de plus en plus pensive. Elle était dans son rôle de future mariée, acceptant les compliments et dirigeant les conversations avec un charme maîtrisé. Mais dès que l'attention se portait ailleurs, son sourire s'effaçait légèrement et elle murmurait des instructions tranchantes au personnel ou lançait des regards irrités aux invités qui ne suivaient pas son jeu. Après le dîner, James me retrouva sur la terrasse du restaurant, où j'étais sortie pour un moment de tranquillité. « Tu es magnifique ce soir, Nat, » dit-il en me rejoignant près de la rambarde. « Merci, la soirée est agréable, » répondis-je. Il hocha la tête, contemplant les lumières de la ville. « Tu te souviens quand on s'asseyait sur l'escalier de secours de l'appartement de maman pour planifier notre avenir? » Je souris à ce souvenir.
Tu allais construire des gratte-ciel et moi, je devais tenir un petit bed and breakfast avec un jardin. La vie a pris un autre tournant, dit-il en réfléchissant. Meilleur à certains égards. Je suis d'accord, même si j'aurais peut-être ce jardin un jour. Nous restâmes un moment en silence, un silence confortable, le premier que nous partagions depuis des mois. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit, avoua finalement James, à propos du fait d'être fidèle à soi-même. J'attendis, lui laissant l'espace pour continuer. Je ne sais pas si je le suis, murmura-t-il. Tout est allé si vite avec Melissa. Elle était belle, sophistiquée, bien connectée. Sortir avec elle, c'était comme être admis dans un club exclusif dont j'ignorais l'existence. Et maintenant, soufflai-je doucement. Il poussa un profond soupir. Maintenant, je suis sur une terrasse avec ma sœur, en train de fuir mon propre dîner de répétition, en me demandant si je ne suis pas en train de commettre la plus grande erreur de ma vie. Mon cœur se serra pour lui, mais je savais que c'était à lui de décider. Le trac, c'est normal avant un mariage. Ça ressemble à bien plus que du trac, confessa-t-il. La façon dont elle et sa mère t'ont traité m'a ouvert les yeux sur des choses que j'ignorais volontairement. La façon dont elle parle au serveur quand elle pense que personne d'important ne regarde. Les remarques qu'elle fait sur mes amis de l'entreprise de construction. La pression constante pour m'améliorer en changeant tout ce que je suis. Ce sont des inquiétudes valables, dis-je prudemment. Mais le mariage est dans 2 jours, poursuivit-il en passant une main dans ses cheveux. Tout est payé, les invités viennent de partout. Annuler maintenant serait un désastre. Pire qu'un divorce dans 1 an, ou 5 ans, ou 10, avec des enfants au milieu, demandai-je doucement. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Melissa retentit depuis l'entrée. « Ah, te voilà. Tout le monde se demande où tu es passé. » Le masque se remit en place alors que James se tournait vers sa fiancée avec un sourire bien rodé. Après que James m'a laissé à l'hôtel, j'étais furieuse, humiliée. J'ai blâmé tout le monde sauf moi. J'ai rapidement commencé à sortir avec Curtis, un gestionnaire de fonds spéculatifs. C'est ma mère qui nous a présentés, pensant que je pouvais simplement remplacer James et passer à autre chose. J'en ai entendu parler, acquiesçai-je. Curtis a fait sa demande après seulement 6 semaines, poursuivit Melissa. Ma mère était ravie, sa famille a encore plus d'argent que la nôtre. Mais un jour, je l'ai surprise en train de parler de moi à ses amis. Sa voix se brisa légèrement. Il disait que j'étais capricieuse mais jolie à exhiber lors des réunions clients. Il a ajouté qu'il pourrait m'entraîner à devenir l'épouse parfaite pour le monde des affaires. Ça a dû faire mal, dis-je, ressentant une étrange pointe de compassion. Ce fut un électrochoc, admit-elle. Pour la première fois, je me suis vue à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai rompu les fiançailles et commencé une thérapie. Ma mère était furieuse, mais mon père, à ma grande surprise, m'a soutenu. Howard a toujours semblé avoir un peu plus de lucidité que l'honneur, observai-je. Melissa acquiesça. Papa m'a prise à part après l'annonce de ma thérapie et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Melissa, j'ai laissé ta mère grimper l'échelle sociale parce que je pensais que ça la rendait heureuse. Mais ça a fait d'elle une personne que je ne reconnais plus. Et maintenant, ça fait de toi une étrangère aussi. Des mots puissants, murmurai-je. Ces derniers mois ont été difficiles, poursuivit-elle. J'ai dû affronter certaines vérités très laides à mon sujet. Sur la façon dont je traite les gens, en particulier toi et James. La thérapeute m'a aidé à comprendre que mon comportement découlait d'une insécurité profonde. Malgré tous les privilèges de mon enfance, je n'ai jamais cru valoir quoi que ce soit par moi-même. Je la regardais attentivement, à la recherche du moindre signe de manipulation ou de fausseté. À ma grande surprise, je n'en vis aucun. Je n'attends pas ton pardon, dit Melissa en soutenant mon regard. Je voulais seulement que tu saches que je reconnais le mal que j'ai causé. Et que je travaille à devenir une meilleure personne. Je t'en remercie, répondis-je prudemment. Les excuses sincères sont rares. Il y a une dernière chose, ajouta-t-elle en fouillant dans son sac. C'est pour toi. Elle me tendit une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de banque de 65 000 $. Ton acompte, expliqua-t-elle. Il aurait dû être restitué dès l'annulation du mariage. C'était mal de ma part de vouloir le garder. Je restais figée, stupéfaite. Merci, c'est inattendu. C'est simplement la bonne chose à faire, dit-elle en se levant. C'est tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir reçu. Alors qu'elle tournait les talons, je me surpris à demander. As-tu parlé à James? Elle s'arrêta à la porte. Non. J'y ai pensé, mais ce serait égoïste. Il a l'air heureux avec Sarah, d'après ce que j'ai entendu. Il mérite ce bonheur, sans que je vienne tout compliquer. Et elle s'en alla, me laissant seule à méditer cette étrange rencontre. Les gens peuvent changer, me dis-je, s'ils sont prêts à affronter leurs erreurs avec honnêteté. Ce soir-là, je retrouvais James et Sarah pour dîner dans ma toute nouvelle propriété hôtelière.
Il rayonnait de bonheur, manifestement en parfaite harmonie, tant sur le plan des valeurs que du tempérament. Sarah était chaleureuse, brillante, et traitait le personnel avec une gentillesse sincère, un détail qui ne m'échappa pas. « Tu ne devineras jamais qui est venu me voir aujourd'hui » dis-je à James au moment du dessert. Quand je lui racontai la visite de Melissa et ses excuses, ses yeux s'agrandirent de stupéfaction. Melissa Blake a reconnu ses torts et a rendu l'argent de son plein gré. Tu es sûr que c'était elle, et pas une imposture? Je ris. C'était bien elle, mais une version très différente de la femme que tu allais épouser. James secoua la tête avec étonnement. Les gens peuvent vraiment surprendre, mais je remercie le ciel chaque jour de ne pas être allé au bout de ce mariage. Sarah lui serra tendrement la main, et moi aussi, égoïstement. Cette expérience m'avait appris une leçon essentielle. Pendant des années, j'avais défini le succès par mes accomplissements professionnels. J'avais travaillé sans relâche à construire la marque Sapphire, souvent au détriment de mes relations personnelles. Je m'étais toujours enorgueilli de mon autonomie, de ne jamais avoir besoin de personne. Tu as toujours été la plus forte, approuva James. Mais la vraie force, repris-je, ce n'est pas de tout affronter seul, c'est de savoir quand défendre ses limites, quand se lever pour soi-même. Et quand s'éloigner de ce qui nous diminue. Si je n'avais pas eu le courage de vous confronter, toi et Melissa, au sujet de mon exclusion du mariage, je laisserais peut-être encore les gens profiter de ma générosité tout en me traitant comme une quantité négligeable. Je suis désolé de t'avoir mise dans cette position, murmura James. Nous en avons tous les deux tiré des leçons, le rassurai-je, et notre lien est plus fort d'avoir survécu à cette tempête. Dans les mois suivants, je fis des changements dans ma vie, tant personnelle que professionnelle. Je me mis à faire du bénévolat dans un programme de mentorat pour jeunes entrepreneurs, partageant non seulement des conseils en affaires, mais aussi des leçons sur la valeur personnelle et les limites saines. Mon expérience avec Melissa et sa famille m'avait montré combien de personnes, surtout des femmes, avaient du mal à se faire respecter, que ce soit dans leur vie privée ou au travail. Je repris également contact avec de vieux amis négligés durant mes années de labeur acharné, redécouvrant la joie de relations dénuées de tout intérêt professionnel. Avec James, nous imposâmes une règle stricte, aucun sujet professionnel durant nos brunchs du dimanche, seulement la vie, nos rêves, et le plaisir simple de la complicité fraternelle. Et, plus surprenant encore, je développais une relation cordiale avec Howard Blake. Après les excuses de Melissa, il me contacta pour discuter d'une éventuelle collaboration professionnelle. Lors d'un déjeuner, il me confia « J'ai bâti mon empire de concessions automobiles en reconnaissant le talent et l'intégrité. Vous avez démontré les deux. Eleanor et Melissa ont peut-être l'argent et les connexions, mais vous avez ce qui compte vraiment, le caractère. » Le chèque de 65 000 $ de Melissa fut versé dans un fonds spécial que je créais pour aider des couples souhaitant célébrer leur union sans se ruiner. La bourse TrueLove, True-Value offrait l'accès aux lieux et aux services traiteurs du Sapphire Grand à ceux qui prouvaient leur engagement sincère, l'un envers l'autre, et envers leur communauté. Quant à mon frère, il se fiança avec Sarah 1 an après le désastre du non-mariage. Ils organisèrent une cérémonie simple, dans le jardin de ma plus récente propriété hôtelière, en présence de quelques proches. Lorsque James me demanda d'être sa témoin d'honneur, j'acceptai les larmes aux yeux. Le matin du mariage, alors que je l'aidais à ajuster sa cravate, James me regarda avec gratitude. « Tu m'as sauvé de la plus grosse erreur de ma vie, » dit-il. Pas seulement en arrêtant ce mariage avec Melissa, mais en me rappelant qui je suis et ce qui compte vraiment. C'est ce que fait la vraie famille, répondis-je, reprenant les mots que j'avais prononcés 1 an plus tôt. La véritable, pas celle qui ne voit que le statut et les apparences. Ce que j'ai appris de cette expérience douloureuse et profonde. La véritable estime de soi ne vient pas de ce que l'on accomplit ou de qui nous accepte, mais de notre capacité à honorer nos propres valeurs, à refuser de les compromettre pour l'approbation ou l'avantage. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même et envers les autres, c'est de dire non à ceux qui essaient de nous diminuer. Le chemin de la guérison avait commencé par ce refus courageux. Il avait continué à travers la reconstruction de liens authentiques et m'avait conduite vers une vie plus riche de sens que tout ce que j'aurais pu imaginer. En refusant les respects, non seulement j'avais préservé ma dignité, mais j'avais aussi permis à d'autres, y compris Melissa, de se confronter à leur vérité. La vie nous présente bien des épreuves de caractère.
Ce mariage qui n'a jamais eu lieu fut l'une des miennes. Il révéla des forces insoupçonnées et des valeurs que je ne compromettrai plus jamais. Se lever pour soi-même, c'est découvrir que le respect de soi est le socle de toute relation véritable. On ne peut pas contrôler la manière dont les autres nous traitent, mais on a toujours le pouvoir de décider ce que l'on est prêt à accepter. Parfois, dire non est le premier pas vers un grand oui à la vie qu'on mérite vraiment. Avez-vous déjà dû vous lever pour vous-même quand quelqu'un essayait de profiter de votre générosité? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit vous a touché, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour découvrir d'autres leçons de vie, et partagez avec quelqu'un qui a peut-être besoin de se rappeler sa propre valeur. Merci d'avoir écouté mon histoire, et souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas de ceux qui ne savent pas la reconnaître.